Et installez-vous, Jean-Louis Bourlanges. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité politique ce matin, député MoDem des Hauts-de-Seine, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale. Bonjour Christelle Bertrand. Bonjour Ariane. Merci beaucoup Bonjour Jean-Louis d'être avec nous. Christelle du groupe La Dépêche. On va évidemment parler longuement de la situation en Ukraine avec vous, Jean-Louis Bourlanges, mais d'abord un mot sur cette dramatique actualité, cette professeure qui a été tuée, assassinée hier par un élève en plein cours à Saint-Jean-de-Luz. Comment avez-vous réagi à ce drame? Écoutez, je crois que j'ai réagi comme absolument tout le monde, de façon horrifiée. Ce qui s'est passé est terrible. Cette femme fait son métier, elle tombe sur un élève dont on ne sait pas grand-chose, sinon que, semble-t-il, il était très perturbé sur le plan psychologique. Ça montre quand même que la situation, au-delà du cas particulier, que la situation des enseignants, progressivement, devient très très difficile pour de multiples raisons d'ordre culturel, d'ordre politique, d'ordre psychologique. Moi, j'étais originellement professeur de lettres et quand j'ai commencé le métier, c'était simple. On savait des choses, on avait en face de nous des élèves qui voulaient apprendre et puis on avait le respect, la discipline, etc. Toutes ces régulations, si je puis dire, ont disparu et le métier d'enseignant est devenu un métier terrible. Et là, ce qu'on montre, ce qu'on voit, c'est qu'il peut être extrêmement risqué, ce qui est quand même impressionnant. Enfin, il est évident que ça pourrait exister, ça aurait pu arriver à n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. Manifestement, on avait affaire à un garçon qui était détraqué, comme pour parler un petit peu sommairement. On va parler de la guerre en Ukraine, puisque demain, oui. 24 février... Là aussi, on a affaire à un garçon qui était un peu détraqué, qui s'appelle Vladimir Poutine. Et on va en parler. Est-ce que vous attendiez à une guerre aussi longue, et est-ce que cette guerre est partie pour durer encore longtemps? Non, moi, je suis un homme politique en France qui avait prévu annoncer cette guerre. Je pense que c'était une erreur de croire que Poutine ne la ferait pas. Deuxièmement, j'étais convaincu que c'était trop gros. Que je l'ai dit 2 jours après le début de l'offensive, dans une interview au journal du dimanche, j'avais dit Monsieur Poutine a les yeux plus gros que le ventre, comme disent, car l'Ukraine n'était pas assimilable. En revanche, il ne faut pas se donner des réputations qu'on n'a pas. Je n'avais absolument pas prévu, le 24 février de l'année dernière, que la résistance de l'Ukraine prendrait ce tour. J'étais convaincu que l'armée ukrainienne ne tiendrait pas le choc. Et d'ailleurs, il s'en est fallu de peu. Il s'en est fallu de peu que le coup de main initial de Poutine sur Kiev ne fonctionne, qu'il s'empare de Kiev, qu'il installe un gouvernement fantoche qui n'aurait pas changé les choses à long terme. En tout cas, ce qu'on appelle l'intégration des Ukrainiens à l'ensemble russe. Mais ça aurait quand même complètement bouleversé Et là, ce qu'on a vu depuis 1 an, c'est une résistance absolument héroïque et d'une remarquable intelligence de la part des Ukrainiens. Mais je crois que les efforts qui leur sont demandés depuis 1 an commencent vraiment à trouver certaines limites. Ils ont du mal actuellement à surmonter tous les chocs psychologiques et physiques qu'ils subissent depuis 1 an. Et il faut vraiment, ce n'est pas le moment de relâcher notre effort de solidarité sous toutes ses formes. Alors justement, Joe Biden était cette semaine en Europe pour prononcer un discours très ferme envers Vladimir Poutine. Celui-ci lui a répondu de manière tout aussi ferme. Est-ce que, selon vous, on est à la veille d'une nouvelle escalade ? Non, je crois que le discours de Poutine n'avait pas grand intérêt, à vrai dire. Il a répété tout un ensemble de thèmes qui sont les siens. Il met chaque fois un peu plus fort, il surenchérit un peu sur ses propres discours. Même l'initiative qu'il a prise en matière de suspension du traité START ne me paraît pas quelque chose de très fondamentalement nouveau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en inquiéter de ça ? Je sais pas, il faut toujours, quand on parle de nucléaire, il faut toujours s'inquiéter. Mais je crois d'ailleurs qu'il a gesticulé sur le plan nucléaire parce qu'il sait que ça produit un effet dans les opinions publiques, en particulier dans l'opinion publique allemande. Mais
quand on regarde les choses, c'est très prudent. Il n'a pas dénoncé le traité. Il a suspendu les mesures d'inspection, en disant les Américains nous font la guerre, ce qui n'est pas tout à fait exact, et donc ils ne vont pas en plus inspecter nos armes nucléaires, oubliant par là même que c'est réciproque et que lui a le pouvoir, les Russes ont le pouvoir d'inspecter les systèmes nucléaires américains. Donc l'argument était de mauvaise foi, mais enfin, il a dû dire quelque chose. Pour Joe Biden, c'est intéressant parce que le problème que pose depuis Obama, même avant Trump, les États-Unis, c'est de savoir si l'Europe continue d'être quelque chose d'important pour eux. Et ils ont donné le sentiment, surtout avec Trump, mais déjà dès Obama, que non. Et même Joe Biden lui-même ne paraissait pas, quand il était vice-président, tellement concerné par ça. Et il y avait une inquiétude, notamment des Polonais, des Baltes, sur le degré d'engagement, avant le début de la guerre, sur le degré d'engagement prévisible des Américains. Moi, j'avais vu mes homologues baltes, ils nous disaient... mais on craint que M. Biden nous dise « Écoutez, mettez la pédale douce sur Poutine, le véritable adversaire, c'est Xi ». Et ce discours est fait pour réaffirmer un engagement fondamental des Américains aux côtés des Européens. Dès lors que la sécurité de l'Europe est menacée, il n'y a pas pivot, il y a acceptation par les États-Unis d'un combat, d'une confrontation sur deux fronts, le front euro-atlantique avec son prolongement ukrainien et le front pacifique avec toutes les incertitudes, notamment sur Taïwan. Est-ce qu'en s'affichant comme ça aux côtés de Zelensky, il adresse aussi un message au peuple américain qui pourrait ne pas être totalement soutien de ces initiatives ? Je crois que je ne sais pas quel est le message au peuple américain. Je crois que le grand message au peuple américain, c'est que moi, Joe Biden, je suis capable de faire 2 fois 10 heures de train et quand même, je suis dans un état physique et un état moral suffisant pour espérer briguer dans de bonnes conditions un second mandat. Je crois que c'est ça le principal message. Mais le vrai message, la vraie réponse à la question que vous posez, elle a été apportée par Zelensky quand il est allé devant le Congrès des États-Unis et qu'il a vraiment emporté l'adhésion. Ça faisait penser à Churchill juste après Pearl Harbor, quand Churchill est allé aux États-Unis et a emporté l'adhésion du Congrès pour une action solidaire. Donc là, il y a eu quelque chose. Zelensky est un très grand communicant et il a vraiment mis dans la poche, notamment les républicains, sauf les plus extrémistes évidemment, qui sont toujours assez actifs au Congrès. Mais je crois que dans l'ensemble, le Congrès a compris, et Biden l'a rappelé à Kiev, a compris que l'Amérique devait être derrière l'Ukraine parce que c'est l'ensemble des intérêts, des valeurs, des positions du monde occidental, européen et américain qui est en jeu. Et justement, vous nous avez dit tout à l'heure, il faut aider l'Ukraine. Est-ce que la France en fait suffisamment en matière d'aide militaire ? Oui, je crois qu'on fait tout à fait, on fait beaucoup de choses. On a un profil de forces armées qui est assez particulier. Nous sommes une armée qui s'est vraiment tournée vers la projection parce qu'on avait des responsabilités extérieures, on a des responsabilités dans le Pacifique, on a des responsabilités qui sont très difficiles à assumer actuellement en Afrique. On a été très présent en Afghanistan il y a quelques années. Et donc on a une armée de projection qui n'est pas forcément... on n'a pas forcément beaucoup de réserves, beaucoup de moyens à mettre au service des Ukrainiens, mais ce que nous faisons est très apprécié des Ukrainiens, à la fois parce qu'on donne des matériels de grande qualité, comme les César, parce qu'on délivre à l'heure, que tout ça est fait, qu'on assure le suivi. Donc je crois, enfin c'est ce que me dit en tout cas l'ambassadeur d'Ukraine à Paris, il me dit que c'est une coopération qui fonctionne très bien. Ce qui ne m'a pas plu au cours des dernières semaines, c'est cette espèce d'impression d'enchères publiques pour qui donne des chars à l'Ukraine, qui donne des avions à l'Ukraine, etc. Je crois que les Occidentaux devraient faire leur 3 mots d'ordre très simples, être plus coordonnés, plus mobilisés, il en faut plus, notamment des chars, et plus discret. Je veux dire que ça devrait vraiment être quelque chose qui est réglé entre nous. Il ne faut pas rendre ça public ?
C'est pas la responsabilité publique, mais il faut pas que ce soit une sorte de foire à tout, si vous voulez. On dit il y a 20 chars anglais, 200 chars allemands ou polonais. Non, c'est pas comme ça qu'il faut, évidemment, mais c'est ce qu'on fait, en Allemagne. Mais ça doit être fait, à mon avis, plus rigoureusement, voir exactement ce dont les Ukrainiens ont un besoin. Il faut être rapide, coordonné et massif. On l'est suffisamment. Vous parlez de clarté, justement. Emmanuel Macron reste flou sur les livraisons d'avions. Est-ce qu'il faut qu'il soit plus clair dans ce domaine-là ? Je sais pas, moi, je ne suis pas un spécialiste des questions militaires et je m'interroge sur les avions. Ce qu'on me dit, ce que me disent les spécialistes, c'est que le ciel ukrainien est contrôlé par les Ukrainiens, que les Russes n'arrivent pas à y pénétrer, que le ciel russe est contrôlé par les Russes, que si vous y arrivez avec des avions, vous avez un taux d'attrition énorme, que le problème numéro 1, c'est les missiles, et qu'à terme, si on a des avions, le premier problème, c'est d'avoir des pilotes pour savoir les piloter. Donc je crois que la première urgence en matière d'aviation, c'est de former des pilotes ukrainiens au matériel qu'on serait amené à leur donner, c'est-à-dire essentiellement des Mirages, parce qu'il faut des avions qui soient suffisamment modernes pour être meilleurs que les MiG-29 dont ils disposent et pas fantastiquement modernes. Sans rentrer dans le détail militaire, est-ce que vous comprenez le flou sur la position d'Emmanuel Macron ? Parce que la guerre, c'est aussi l'importance des mots. Est-ce que de dire rien n'est exclu, c'est une position qui est très claire? Il y a rien. Je crois que la position de la France est très claire, telle qu'elle a été exprimée à Munich, par exemple, par le président. Ce qu'on fait est très clair. Alors ensuite, il a rencontré des confrères et des consoeurs à vous, et il s'est exprimé. Peut-être ce que dit Emmanuel Macron est vrai, mais peut-être, comme je l'ai lu quelque part, n'est-il pas toujours nécessaire de dire tout ce qui est vrai. Et je pense que l'interrogation sur le degré de violence qu'on doit accepter dans cette guerre n'est pas très très nécessaire. Il faut pas. C'est le président tchèque qui a été à mon avis assez maladroit à Munich et qui a donné l'impression d'avoir peur de la victoire. Non, il faut bien voir qu'aujourd'hui tout dépend. L'avenir de la paix en Ukraine dépend du rapport de force militaire. Il y aura la paix, soit si nous perdons, si les Ukrainiens perdent, parce qu'on sera obligé de capituler, ce sera abominable, ou il y aura la paix si les Ukrainiens gagnent. Parce que là, ils auront libéré leur territoire et les Russes seront bien obligés d'en convenir. Mais dans l'état présent des choses, je ne vois pas du tout comment on peut avoir la paix, parce qu'il y a un état d'équilibre. Ni les Ukrainiens, ni les Russes ne peuvent trouver un terrain d'entente. Donc ça, il faut en déduire une chose très simple, très élémentaire. Il faut aider massivement les Ukrainiens à gagner leur guerre. Gagner leur guerre, ça ne veut pas dire envahir la Russie, loin de là, mais ça veut dire libérer leur territoire. C'est la condition d'un retour à la paix. Donc la sortie de guerre, pour vous, elle se fera sur le plan militaire plus que sur le plan diplomatique ou sur la négociation? Chaque chose, les soldats combattront et Dieu donnera la victoire, dit Jeanne d'Arc. Mais la modification d'un rapport de force en faveur de l'Ukraine, c'est-à-dire exactement ce qu'a dit le président de la République à vos consoeurs et confrères, c'est la condition d'une négociation qui se fera dans des conditions qu'on ne peut pas définir aujourd'hui et dont nous avons raison de dire qu'elles seront d'abord définies par nos partenaires ukrainiens. Alors hier, on a vu la Chine intervenir dans ce conflit. Est-ce que vous craignez un soutien de la Chine à Vladimir Poutine aujourd'hui? Est-ce que ça pourrait être un tournant? Je pense que jusqu'à présent, les Chinois ont été extrêmement prudents. Ils ont à la fois affiché une solidarité très réelle aux Russes, notamment dans le contournement des sanctions, etc. Ça n'a pas été inutile pour les Russes, mais ils ont en même temps été extrêmement prudents. Ils ont amené les Russes à ne rien dire ou à ne rien faire d'excessif en matière nucléaire, et je pense qu'ils ont un intérêt profond à ce qu'on revienne à la paix. Vous ne voyez pas livrer des armes? Ils veulent annoncer, paraît-il, un plan. On jugera, comme on dit dans mon corps d'origine, la Cour des comptes, on jugera sur pièce et sur place.
Un dernier mot là-dessus, pour revenir sur ce que vous disiez sur Emmanuel Macron et son rapport par rapport à la Russie, parce qu'à Munich, il a dit que la Russie ne pouvait ni ne devait gagner, et effectivement, dans l'avion, avec certains journalistes, il a dit qu'il ne fallait pas écraser la Russie. Est-ce que vous comprenez sa position? Non, moi, j'ai toujours été un peu dubitatif sur cette rhétorique, parce que il ne faut pas humilier la Russie. Je crois que ce qui est humiliant pour la Russie, c'est ce qu'elle a fait. C'est-à-dire s'être engagé dans une aventure de façon totalement étourdie, sans avoir les moyens de l'amener à bien, et avec une déconfiture de l'armée russe qui, quels que soient les événements ultérieurs, parce que je crois qu'ils n'ont pas fini, hein, les Russes, ils en ont sous le pied, comme disent les enfants, mais c'était quand même ce qu'ils ont fait depuis un an, a été quand même véritablement une humiliation. Mais l'humiliation, elle est venue d'eux-mêmes, si je puis dire. Le problème qu'on a, c'est les Russes, à un moment, ben, ils voient que leur manœuvre a totalement échoué en Ukraine, qu'ils consentiront à la négociation. Mais c'est un problème qu'Emmanuel Macron dise qu'il ne faut pas écraser la Russie? C'est pas votre ligne? Non, je crois que ce que signifie la phrase du président de la République, et ça c'est très juste, c'est qu'à partir du moment où on n'envahit pas la Russie et on ne veut pas porter la guerre en Russie, on n'a pas le choix de l'interlocuteur qu'on aura demain. Ce sera Poutine ou ce sera un autre. Mais cet autre, c'est pas nous qui le déterminons. Donc il faut maintenir ce sont les Russes. Donc il dit simplement, de toute manière, on a en face de nous quelqu'un qui nous plaise ou qui nous plaise pas, avec lequel il faudra causer. Et ça, c'est juste. Et donc, il faut maintenir le lien avec Vladimir Poutine. Le lien, maintenir le lien, je ne sais pas, il n'y a rien à lui dire pour l'instant. Mais effectivement, il faut savoir que, comme disait, alors là, je cite Napoléon Bonaparte à propos de la Vendée, il va falloir causer. Il va falloir causer à un moment. Mais ce que je vous dis, c'est que ce moment viendra si nous obtenons un rapport de force favorable. Et hélas, il viendrait si nous étions acculés à un rapport de force défavorable. Mais je crois qu'on n'en prend pas quand même le chemin. L'armée russe a énormément de mal à mener à bien sa grande offensive. Et je pense que les Ukrainiens sont très solides, même s'ils commencent à en avoir un peu plein les bottes d'un an d'épreuves de cette sorte. Il nous reste 5 minutes pour parler de la réforme des retraites. Les députés ont terminé l'examen du texte vendredi minuit. Quel goût vous laissent ces discussions à l'Assemblée nationale? Écoutez, moi, je me suis cassé la cheville, donc j'ai été absent pendant les 15 premiers jours du débat, enfin les premiers jours du débat. J'ai écouté, je suivais sur vos antennes, etc. Donc, je comprenais à peu près ce qui se passe. Je suis arrivé la semaine dernière dans l'hémicycle, c'était une maison de fous. Alors, ne mettons pas en cause l'Assemblée nationale, je suis ici à Public Sénat, mais ne mettons pas en cause l'Assemblée nationale en tant que telle. Il y a un groupe politique précis, qui est LFI, qui a véritablement décidé de pourrir totalement le débat. Et d'ailleurs, Mélenchon a signé le forfait, puisqu'il a dit « notre but », pratiquement le tweet qu'il a envoyé, « notre but, c'est d'empêcher la représentation nationale de voter ». C'est quand même très grave, hein, pour un parti représenté, un groupe parlementaire représenté à l'Assemblée nationale, de dire « mon but, c'est d'empêcher la représentation nationale élue par le peuple d'aboutir ». Alors, nous comptons beaucoup sur la sagesse immémoriale du Sénat, et on va voir, mais il ne faudrait pas quand même que le Sénat mette trop la barre à droite, parce que à ce moment-là, ça sera encore plus, l'équation sera rendue encore plus difficile. Il y a différentes allusions au fait qu'on pourrait charger le vaisseau sur les régimes spéciaux, etc. On verra. Moi, je fais confiance à la sagesse du Sénat. Pour vous, les Républicains du Sénat, pour avoir la tentation de détricoter le texte? Non, pas de détricoter, mais de le durcir, de faire quelques torsades en plus. Mais qu'est-ce qui vous gênerait? Le durcir? Qu'il soit durci? Oui, enfin, je pense. Il va y chercher des recettes supplémentaires. Bruno Le Maire, lui-même alerte en disant aux parlementaires, il va falloir. Personnellement, je suis sur. Si on me demandait mon avis, j'aurais fait un texte plus rigoureux. J'étais pas hostile à ce qu'on tienne sur 65 ans, par exemple. Les Français disaient au début de l'affaire, 80% des Français étaient contre les 65 ans. Bon, on dit c'est grave, mais 78% des Français étaient contre les 64 ans. Alors on gagnait pas grand-chose. Donc moi je crois qu'on aurait dû y aller clairement et faire valoir les grands arguments économiques. C'est-à-dire que le problème fondamental, c'est que la France doit produire plus. Elle doit produire plus. Donc travailler plus. Nous consommons plus que nous ne produisons. Nous dépensons publiquement plus d'argent
que nous en avons, et la seule solution, c'est d'augmenter la quantité de travail produite en France. Et c'est ça le grand argument économique. La retraite plus tard, c'est plus de croissance, plus de pouvoir d'achat, de meilleures rentrées fiscales pour l'État. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est le message que les sénateurs ont le souci de faire passer aussi. Est-ce que l'équilibre du texte repose aujourd'hui sur le groupe centriste au Sénat ? Est-ce que ça va être lui un peu la vigie de l'équilibre de ce texte ? Je sais pas, ça c'est vous les spécialistes du Sénat. Moi, je me contente d'être un partenaire respectueux de mes amis sénateurs. Mais ça va être intéressant parce que le Sénat va avoir une attitude quand même beaucoup plus réfléchie, parce qu'on va être purgé des extrémistes au Sénat. Et ce qui va être intéressant, c'est la commission mixte paritaire, parce que il y aura un vote au Sénat. Ensuite, on va réunir la commission mixte paritaire. Or, vous savez, la parité, c'est l'Assemblée nationale d'un côté, le Sénat de l'autre, mais le vote, c'est un vote individuel. Donc les sénateurs et les députés font des majorités ensemble et pas séparément. Donc ça va être très très intéressant de voir ce qui sortira de cette commission mixte paritaire. Moi, je voudrais un texte qui soit vigoureux, qui fasse de réelles économies, parce que c'est très important, mais qui soit en même temps, qui ne rompe pas l'équilibre. On a une très grande difficulté de compréhension avec l'opinion, pour dire les choses très clairement. L'opinion ne comprend pas ce que nous disons, même si nous avons le sentiment d'avoir raison de le faire. À propos de l'opinion, on entend beaucoup dire aujourd'hui dans la majorité, le texte va passer, mais il va laisser des stigmates, des traces dans l'opinion publique. Est-ce que vous le craignez aussi ? Bien sûr, comment ne pas le craindre ? Mais il faut savoir ce qu'on attend des élus, que ce soit les sénateurs ou les députés. On nous reproche tous les jours de ne pas être courageux. Là, vous savez, pour les députés qui vont dans leur circonscription, c'est pas rigolo d'être confrontés à des électeurs qui disent pourquoi faites-vous ça ? On ne veut pas aller au-delà de 62 ans, etc. Donc, nous considérons, ceux qui sont favorables à cette réforme, nous considérons que c'est l'intérêt supérieur du pays, que certes c'est une réforme impopulaire, mais qu'il faut la faire. Mais oui, ça va être difficile pour la suite, ça va être difficile pour le projet de loi sur l'immigration, ça va être difficile sur quantité de choses. Je crois que nous ne sommes pas sortis d'affaire. Moi, j'ai été effrayé par l'atmosphère à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Et je suis effrayé, je voudrais faire le lien entre les deux éléments de notre discussion. Je suis effrayé par le décalage entre ce que ressent l'opinion française et les exigences internationales. Nous sommes dans une confrontation avec la Russie, avec la Chine, avec le monde islamique, dans une tension même avec les États-Unis sur le plan économique, etc. Nous sommes qui exige de notre part une intense mobilisation intellectuelle, politique, économique. Il faut vraiment ramasser nos forces, nous mobiliser. Et je trouve que le débat sur les retraites est très en décalage par rapport à cette exigence. Et ça, c'est très inquiétant. Merci Jean-Louis Bourlanges. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. La une de la Dépêche, c'est cet assassinat hier de cette professeure tuée en plein cours. Le choc, c'est à la une de votre journal, Christelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Jean-Louis Bourlanges.